Commençons. Je m'appelle Daisy Dunn. Je suis correspondante spéciale chez Carbon Brief. Merci de nous rejoindre pour le lance de notre rapport comment faire en sorte que nos systèmes alimentaires industriels sortent des combustibles fossiles. Nous aurons tout d'abord une présentation, puis un panel de discussion avec des intervenants du monde entier. Il y aura ensuite une séance de questions-réponses. Par conséquent, si vous avez une question à nous poser, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions-réponses en bas à gauche de votre écran. Nous allons également organiser quelques sondages tout au long du webinaire et nous discuterons ensuite des réponses. Vous pouvez profiter de l'interprétation, d'une traduction vers le français et l'espagnol. Pour en profiter, veuillez cliquer sur l'icône en forme de globe qui est en bas à droite de votre écran, puis sélectionnez la langue de votre choix. Et maintenant, je donne la parole à Patty qui va nous fournir une introduction. Merci Daisy. Bonjour. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Patty Fong, directrice programme Climat, Santé, Bien-être à l'Alliance internationale pour le futur de l'alimentation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. En tant qu'alliance stratégique de fondation philanthropique, nous nous engageons à transformer les systèmes alimentaires internationaux pour plus de santé, de durabilité et d'équité. Notre approche implique l'amorce de nouvelles réflexions, le fait de réunir les principales parties prenantes pour appeler à l'action et transformer les systèmes alimentaires. Le webinaire d'aujourd'hui est basé sur notre rapport lancé récemment, Changement de pouvoir, pourquoi nos systèmes alimentaires doivent sortir des combustibles fossiles. Et ce rapport, c'est un exemple de notre travail pour arriver à notre objectif. Un nombre croissant de bailleurs, de militants, de la société civile et de législateurs se rendent compte de l'importance de la transformation des systèmes alimentaires et de la transition énergétique pour la stabilité du climat. Toutefois, ces discussions arrivent et surviennent souvent dans des silos isolés, tout simplement parce que les gens ne comprennent pas que nos systèmes alimentaires et énergétiques sont connectés. Nous avons commandé ce rapport pour identifier ce lien, pour détailler les compromis, synergies, lacunes et opportunités qui existent au sein de ce lien et fournir des recommandations de collaboration pour les bailleurs, les législateurs et les militants. Ce rapport est la première estimation de l'utilisation des combustibles fossiles à l'échelle internationale dans l'ensemble de la chaîne logistique alimentaire de l'exploitation agricole à nos assiettes. Il vient fournir d'autres informations qui montrent que nous devons absolument sortir des combustibles fossiles, sevrer nos systèmes alimentaires ainsi que d'autres secteurs économiques. Nous devons nous tourner vers des systèmes alimentaires centrés sur l'être humain, qui soient locaux, qui soient également durables. Nous souhaitons aujourd'hui mettre en avant ce lien entre l'alimentation et l'énergie en vue de la COP28. C'est un État pétrolier qui va l'accueillir et nous sommes inquiets parce que la présidence veut se concentrer sur les systèmes alimentaires. Cela pourrait être une tactique pour nous détourner d'agir sur le sujet des combustibles fossiles. Mais passons au webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes heureux de partager avec vous les résultats de notre analyse avec nos collègues de Dalberg et d'entendre les réflexions de notre panel. C'est le premier de 2 webinaires. Ils ont été organisés pour pouvoir servir différents fuseaux horaires afin que nous puissions nous pencher de plus près sur le lien entre l'énergie et l'alimentation. Merci d'être avec nous et maintenant, à toi, Daisy, la parole. Merci beaucoup. Nous en arrivons à la premier sondage de la journée. Vous voyez la première question sur votre écran en face de vous. La question est la suivante. Quel est l'aspect du lien alimentation-énergie sur lequel vous travaillez? Il y a plusieurs choix pour la réponse. Alors, vous pouvez travailler sur les campagnes sur l'agrochimie, sur l'agroécologie et l'agriculture régénérative, sur les biocarburants et les biogaz, sur les énergies renouvelables, sur des alimentations saine et durable, sur la consolidation et l'influence des entreprises autres, ou bien vous ne travaillez sur aucun de ces aspects. Bien.
Je vois tous les résultats, j'espère que vous aussi. 39% des participants travaillent dans l'agroécologie et l'agriculture régénératrice. 30% travaillent dans le domaine des alimentations saines et durables. Et 17% travaillent dans d'autres domaines d'action. Nous allons passer désormais à la présentation des résultats du report. Nous allons donc rejoindre Tira. C'est elle qui va nous parler, elle est consultante chez Dalberg Advisor. Et c'est elle qui va nous faire cette présentation. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de l'enquête sur le lien entre l'énergie et l'alimentation. Nous avons fait des recherches dans les pays du Sud, les pays du Nord. Nous avons travaillé avec 30 parties prenantes dans différents secteurs et nous avons tenté de déterminer ce qu'était ce lien. Il y a plusieurs messages. Alors, tout d'abord, les systèmes alimentaires et énergétiques sont interconnectés. Si nous souhaitons un avenir beaucoup plus durable, nous devons changer ces systèmes alimentaires. Voilà pourquoi nous devons absolument les transformer afin qu'ils deviennent plus durables. Les systèmes alimentaires représentent actuellement 15% de l'utilisation annuelle internationale de carburants fossiles, ce qui correspond à autant d'émissions que les pays européens et la Russie ensemble. Les systèmes alimentaires industriels sont énergivores et dépendent des carburants fossiles. Il y a de plus en plus de tendances dans ce sens et qui se font de plus en plus intenses. Les systèmes alimentaires ne font pas que consommer de l'énergie, ils la produisent sous forme de biocarburants, biomatériaux et énergie. Et il y a également des cas d'énergie produite sur les exploitations agricoles. Le secteur des carburants fossiles est en train d'investir fortement dans le secteur de la pétrochimie afin que les systèmes alimentaires lui restent dépendants. Nous devons Et donc ici, lorsqu'on parle de pétrochimie, il s'agit de dérivés du pétrole et les énergies renouvelables sont en train de monter. Donc les carburants fossiles essaient d'investir encore plus dans la pétrochimie afin que les systèmes alimentaires restent dépendants des carburants fossiles. Nous devons nous tourner vers les approches de l'agroécologie, de l'agriculture régénérative. Nous devons nous tourner vers des alimentations riches en végétaux avec autant aussi peu d'aliments transformés que possible. L'énergie est produite et consommée à différents stades de la chaîne de valeur. Et sur ce tableau, vous pouvez voir qu'il y a 4 étapes de la chaîne de valeur de l'agriculteur, de la production des intrants à l'utilisation des terres, la production agricole, en passant par l'emballage, la transformation, la vente, la consommation et le gaspillage. Et donc, les carburants fossiles sont utilisés à différentes étapes. Par exemple, pour produire des intrants agricoles, vous devez des intrants tels que les engrais et les pesticides, vous devez utiliser les carburants fossiles. Et donc, l'énergie est également produite à différents stades de la chaîne de valeur. Donc, si l'on revient vers les systèmes alimentaires, ils sont dépendants des carburants fossiles. Cette tendance est en augmentation et cela concerne différents secteurs tels que l'emballage. Et on utilise également des pesticides, des engrais pour pouvoir booster la production. Il y a une grande demande, une croissance de la demande pour la viande et les produits laitiers, par exemple. Et il y a également de nouvelles tendances alimentaires. Et par exemple, il y a la viande synthétique qui est un produit durable qui est une alternative de choix qui peut contribuer à réduire les mauvaises tendances. Mais il y a d'autres alternatives, d'autres nouvelles tendances qui sont beaucoup plus énergivores.
Et si l'on prend l'industrie des carburants fossiles dans son ensemble, eh bien, l'on peut voir qu'il y a des intérêts qui ont, font que l'on continue d'utiliser des carburants fossiles. En général, lorsqu'on pense à l'énergie, eh bien, on pense souvent à l'environnement puisqu'on utilise de l'énergie pour produire de l'alimentation et cette énergie donc va se transformer donc il y a beaucoup d'implications sociales, économiques. Et par exemple, l'utilisation des terres agricoles pour la production d'énergie, on va remplacer les cultures par des panneaux solaires et cela peut donc contribuer à utiliser les terres agricoles qui ne sont pas utilisées. Cela peut également faciliter la transition vers une énergie propre, mais d'un autre côté, les entreprises productrices d'énergie, elles vont proposer des prix beaucoup plus élevés aux agriculteurs. Il peut y avoir des non-respects des droits des agriculteurs ou des autochtones, ou quelquefois, il y a une quantité excessive de terres agricoles qui sont converties en terres de production de l'énergie. Quels sont désormais les acteurs qui participent aux étapes de production et de consommation et qui sont les plus impactés à travers la chaîne de valeur? Alors, il y a plusieurs étapes, comme la production d'intrants, l'utilisation des terres, la production, l'emballage, la transformation. Et parmi les implications, eh bien, il y a le prix des produits alimentaires qui va augmenter, ou bien les agriculteurs peuvent perdre leurs moyens de subsistance, notamment s'ils travaillent dans l'agriculture, parce que la production d'énergie est venue occuper ces terres cultivables et cela peut créer beaucoup d'insécurité. J'ai discuté avec beaucoup de parties prenantes dans le secteur et nous savons que beaucoup d'organisations vont se concentrer sur le secteur alimentaire et énergétique. Il y a certains acteurs qui vont se concentrer sur certains aspects de la chaîne de valeur, tandis que d'autres seront présents d'une manière beaucoup plus large. Il y a des organisations plus spécifiques qui essaient de créer de nouvelles chaînes de valeur avec des énergies renouvelables et qui essaient donc de fournir des solutions de réfrigération qui ne sont pas aussi énergivores. Il y a d'autres organisations qui interviennent à chaque étape de la chaîne de valeur avec des pratiques agroécologiques, avec la réduction des emballages ou encore du gaspillage alimentaire. Mais nous aurions besoin d'une plus grande collaboration sur le lien alimentation-énergie. J'ai discuté avec beaucoup de parties prenantes. Nous avons essayé de cartographier toutes les opportunités qui peuvent exister à travers toutes les organisations qui travaillent sur ce domaine précis. Nous avons également essayé de cartographier l'impact qu'elles pouvaient avoir sur une population déterminée. Et nous avons pris plusieurs notes sur le sujet. Alors, nous avons essayé donc de faire des recommandations. Alors, il faut sortir de l'agrochimie basée sur les combustibles fossiles et nous tourner vers des approches agroécologiques régénératives. Il nous faut mettre en place des environnements alimentaires plus justes, plus durables, plus sains, qui vont promouvoir des alimentations riches en végétaux avec une quantité minimale de produits transformés. Nous devons nous tourner vers des solutions de réfrigération et de chauffage basées sur les énergies renouvelables, notamment pour le séchage des produits agriculteurs. Nous avons besoin également de politiques fiscales qui vont venir servir d'incitation à la production de biogaz et de biocarburants. Il nous faut également effectuer un suivi de la consolidation de l'influence des entreprises dans le secteur agrochimique et alimentaire. Et il nous faut également promouvoir une transition juste à travers une gouvernance plus inclusive, plus équitable. Et il en va de même pour la prise de décision. Il y a beaucoup plus que nous pouvons faire sur l'alimentation et l'énergie, mais il nous faut tenir compte du fait que ces deux secteurs sont liés et peuvent interagir.
Merci beaucoup, Tiara, pour cette présentation des conclusions du rapport. Nous allons maintenant passer à la deuxième question du sondage. Elle devrait apparaître devant votre écran. La question est la suivante. Quel est le principal obstacle à la collaboration entre les parties prenantes dans le domaine de l'alimentation et de l'énergie? Les réponses possibles sont le manque de sensibilisation sur le lien entre les deux notions, l'absence de vision globale claire de la transformation des systèmes alimentaires, des pensées et des approches cloisonnées, des idéologies priorités divergentes, les structures de gouvernance ou autres. Voilà, je vais vous accorder quelques secondes, le temps de répondre à ce sondage, puis nous afficherons les résultats. Alors, les résultats sont affichés à l'écran. On voit que les réponses qui recueillent le plus de votes sont l'absence de vision globale claire de la transformation des systèmes alimentaires. Il y a également les pensées approches cloisonnées, les idéologies et priorités divergentes. Donc, c'est très intéressant de voir ces réponses. Nous allons maintenant passer à la table ronde. Je vais vous présenter nos intervenants et intervenantes. Tout d'abord, Michaela Morez, responsable de l'équipe énergie à la FAO, responsable des ressources naturelles. Elle dirige le programme de la FAO sur les systèmes agroalimentaires intelligents sur le plan énergétique. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du changement climatique, de l'environnement et de la bioénergie. Elle a également été secrétaire exécutive du Partenariat mondial sur les bioénergies. Avril de Torres est directrice exécutive adjointe du Centre pour l'énergie, l'écologie et le développement, où elle dirige le travail de plaidoyer politique et les interventions juridiques et stratégiques pour l'avancement d'une énergie transformatrice, d'une justice écologique et d'un développement centré sur les personnes. Et Dr Tanver Hossein, directeur de la politique et de la stratégie chez IFOAM Organics Asie, ambassadeur d'IFOAM Organics International. Il est également directeur des programmes auprès de l'Asian Productivity Organization au Japon et scientifique principal auprès de l'Institut de recherche sur le riz du Bangladesh. Je vais donc poser quelques questions à nos intervenants et si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à le faire dans l'onglet questions-réponses. Alors, ma première question s'adresse à Michaela. L'accès durable à l'énergie dans les systèmes agroalimentaires est l'une des priorités de la FAO. Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples d'initiatives et expliquer comment elles ont permis d'assurer à la fois la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire des communautés locales? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de participer à ce webinaire. L'accès durable à l'énergie et la sécurité alimentaire est l'une des priorités principales de la FAO. C'est vrai. C'est fondamental. Il y a un lien avec ce qui vient d'être présenté, notamment le lien très fort entre la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et le changement climatique. Alors, quelques exemples, des exemples concrets. Par exemple, on a des projets en Zambie, au Rwanda, pour évaluer l'utilisation des résidus agricoles dans ces pays et comment ces résidus agricoles peuvent être utilisés, notamment comme solution de cuisine, d'énergie de cuisine. Et on a essayé de parvenir à des chiffres, voir quels sont les effets positifs. On voit que cela permet de garantir l'accès à des solutions de cuisine pour les petites exploitations. En Zambie, on a une augmentation de 12% de l'accès des petites exploitations à des solutions de cuisine. Et au Rwanda, on a une augmentation de près de 23%. Donc, ce sont des chiffres significatifs. Et donc, il y a également des exemples pour la chaîne de froid, pour les petites pêches. Donc, l'importance de lutter contre le gaspillage alimentaire dans le domaine des petites pêcheries, il y a vraiment un potentiel immense. Merci beaucoup. Ma deuxième question s'adresse à Avril. Quelles sont les conclusions du rapport qui correspondent à ce que vous voyez aux Philippines et comment ce lien influence-t-il le bien-être des communautés locales? Merci beaucoup pour cette question, Daisy, et merci de nous avoir invités à cette table ronde. Bonjour tout le monde.
Alors, au niveau de mon organisation, le CEED, une organisation basée aux Philippines, eh bien, nous nous concentrons sur l'élimination progressive des combustibles fossiles et le fait de nous diriger vers des énergies transformatives. Nous nous sommes concentrés sur les communautés côtières, littorales. Donc, nous essayons maintenant de travailler sur le lien entre l'énergie, l'alimentation et donc nous apprécions particulièrement les conclusions de ce rapport de l'Alliance mondiale sur l'avenir de l'alimentation et je remercie le fait que ce rapport fasse le lien entre ces deux domaines. Alors, aux Philippines, on voit que ces systèmes, ils sont particulièrement étroitement liés, donc l'énergie et l'alimentation, que ce soit à différentes étapes de la chaîne de valeur, l'utilisation des pesticides, des intrants chimiques, toutes ces questions sont très présentes aux Philippines. Et on voit dans notre travail que les combustibles fossiles ont des impacts sur l'environnement, notamment des communautés côtières avec le transport maritime. Notre pays est composé d'environ 7000 îles. C'est un pays qui abrite une riche biodiversité. C'est en quelque sorte l'Amazonie de l'océan. Et nos eaux sont des abris, des habitats de biodiversité, sont également des lieux, des moyens d'existence. De nombreuses communautés dépendent de la pêche pour les moyens d'existence. Et donc, il est fondamental de protéger les habitats marins. C'est essentiel pour garantir la sécurité alimentaire des personnes. Malheureusement, les habitats marins protégés, notamment qu'il faut protéger aux Philippines, sont également des lieux de trafic maritime. Et donc, au début de cette année, il y a eu une marée noire avec le déversement de 9000 litres de pétrole dans nos eaux. Et les communautés locales ont déploré l'absence de poissons, l'impossibilité d'assurer leur sécurité alimentaire. Et il y a également en ce moment un élan vers les centrales de production de gaz naturel et le développement de ce type d'infrastructure énergétique va avoir des conséquences sur la sécurité alimentaire de millions de personnes aux Philippines. Donc, j'espère que on pourra vraiment mettre l'accent sur ce lien entre l'énergie et l'alimentation, notamment la sécurité alimentaire. Merci de votre attention. Merci, c'était vraiment très intéressant d'entendre votre point de vue. Et maintenant, je me pose une question au docteur Tanver. D'après votre travail à l'IFOAM Asie qui défend l'agriculture biologique, de quelle manière la dépendance aux combustibles fossiles entraîne-t-elle un système alimentaire non durable et malsain dans votre région? Merci beaucoup, Daisy, pour cette question. Comme vous le savez, l'IFOAM est une entité, l'IFOAM Asie est une entité régionale de IFOAM international. Nous menons un travail de plaidoyer pour l'agriculture biologique. En... Ce que nous constatons, c'est que les combustibles fossiles, ils sont présents dans nos systèmes alimentaires à toutes les étapes, au niveau de la production jusqu'à la consommation. Et de nombreux pesticides, de nombreux engrais de synthèse sont utilisés dans les systèmes alimentaires. On en a parlé. Il y a également donc les tendances alimentaires avec la consommation accrue et croissante de produits ultra transformés, de viande. Et pour nous, l'agriculture bio, elle peut contribuer directement, pallier cette situation, car c'est un type d'agriculture qui ne consomme pas d'engrais de synthèse, qui ne consomme pas de pesticides. Donc, les systèmes alimentaires durables
ils doivent passer nécessairement par l'agriculture biologique, par un type d'agriculture durable. Pour nous, c'est l'option à suivre pour lutter contre le changement climatique et vraiment contribuer à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et je pose une autre question à Michaela. Quels sont les obstacles rencontrés et quels changements doivent être apportés à l'environnement pour mettre en pratique des systèmes alimentaires durables et les transformer à plus grande échelle? Alors, généralement, on essaye d'avoir une approche au niveau national. On voit qu'il y a une bonne coordination entre les différentes parties prenantes. En fait, ça n'est pas toujours le cas, mais en fait, c'est vraiment très important. Dès qu'on lance un projet dans un pays au niveau national, on essaye de se concentrer sur cet aspect-là. Donc, dès que on lance une activité, un projet, on essaye de créer un groupe de travail multi-acteurs. Par exemple, si l'on doit travailler sur le biogaz dans la chaîne de valeur au niveau national, eh bien, on va créer un groupe de travail multi-acteurs avec à la fois des responsables du gouvernement, différents responsables des ministères impliqués, mais également d'autres parties prenantes pertinentes, par exemple des associations de producteurs, des associations d'usagers, des producteurs, par exemple, de technologies de biogaz. Donc, toutes les parties prenantes vraiment doivent être invitées autour de la table et doivent être impliquées dans une discussion constructive. C'est vraiment fondamental. Et alors, c'est quelque chose qui ne se fait pas toujours immédiatement parce que cela peut prendre du temps de sensibiliser au niveau local, au niveau national sur l'importance de la coordination de ces différentes parties prenantes. Juste pour vous donner un exemple concret, il y a quelques années, il y a 3 ans ou moins, on travaillait en Afrique subsaharienne et il s'agissait de faciliter un dialogue entre les experts de la bioénergie et les experts forestiers, notamment sur la reforestation. On sait que la reforestation, par exemple, peut contribuer à la restauration des paysages. Et on menait des activités de sensibilisation, d'information. Et en fait, les experts forestiers et les experts des bioénergies n'avaient jamais eu la possibilité d'échanger ensemble et de prendre conscience des liens entre ces 2 domaines, entre ces 2 thématiques. Et donc, ils ont pris conscience des potentiels de se coordonner. Donc, la coordination, c'est fondamental. La mise en œuvre de groupes de travail multi-acteurs, c'est essentiel. Et bien entendu, quel que soit le résultat de la discussion, eh bien, on peut utiliser ces résultats au niveau de l'élaboration des politiques. Cela peut permettre aux décideurs politiques d'orienter leurs décisions pour favoriser la durabilité de systèmes alimentaires plus intelligents d'un point de vue énergétique. Cela peut aider à renforcer les capacités et la formation au niveau national. Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et maintenant, je me tourne à nouveau vers Avril. Quels sont les domaines de collaboration potentiels entre les défenseurs des systèmes alimentaires durables et les défenseurs des énergies propres? Alors, en fait, il y a différents domaines de collaboration possibles. De plus en plus d'éléments de preuve montrent les domaines de potentiel de collaboration possibles. On voit qu'il y a des menaces communes à l'énergie et au système alimentaire. Par exemple, les pratiques de pêche non durables sont souvent citées. Il y a également des projets à grande échelle basés sur des combustibles fossiles qui ont des conséquences. Il y a donc le trafic maritime,
Donc, il s'agit par exemple de travailler avec des organisations de protection de l'environnement, des universitaires, des communautés côtières, des populations de pêcheurs. Nous avons besoin des différentes parties prenantes, que les gens nous parlent de leur expertise, de leur expérience pour pouvoir justement faire le lien entre la sécurité alimentaire et l'énergie. Et nous essayons vraiment de nous appuyer sur l'expertise de différentes personnes. Nous nous appuyons sur des données sur la sécurité alimentaire aux Philippines. Par exemple, d'après l'ONU, 51% de la population aux Philippines a vécu une situation d'insécurité alimentaire modérée à grave en 2022. Donc, voilà, nous essayons d'avoir cette collaboration. Merci. Je me retourne vers Tanvir. Quelles sont vos mesures prioritaires afin de faire en sorte que l'agriculture industrielle se détourne de cette dépendance des combustibles fossiles? Alors, comme vous le savez tous, ce sont les agriculteurs qui souffrent en premier. Donc, nous devons nous concentrer sur les petits exploitants, déterminer comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les ressources locales, comment ils peuvent se tourner vers des pratiques durables telles que l'agroécologie, des pratiques donc durables. Le problème, c'est que sauf si nous ne protégeons pas, sauf si nous protégeons ces petits exploitants en établissant des systèmes alimentaires durables. Et je pense que nous avons besoin de nous tourner vers des pratiques durables, vers des ressources locales. Pour ce qui est de la transition vers de l'agriculture industrielle, nous devons transformer les systèmes alimentaires de manière générale, car on est passé d'un système manuel à un système mécanisé et maintenant nous en sommes à un système numérique. Et comme vous le savez, les systèmes mécanisés sont une grande source de combustibles fossiles. Nous devons donc nous tourner vers le futur, assurer la transition des systèmes, et ce n'est pas facile d'amorcer cette transformation vers le numérique et l'intelligent. Tout dépend du niveau de préparation du pays concerné, avec la disponibilité, bien sûr, des applications numériques et des techniques disponibles, du niveau d'instruction des gens. Mais laissez-moi vous fournir un exemple. Étant donné qu'aujourd'hui, je suis à Taïwan en déplacement, je suis dans l'université qui s'appelle le Centre durable. Et ce centre a prévu d'ici 2028 de bâtir un campus durable. Ils ont donc décidé de mettre en place cette université avec un campus durable en son sein. Donc, je pense que nous avons besoin de davantage d'investissement, de discussion sur le sujet de l'innovation. Le futur, ce sont ces techniques écologiques et durables. Il nous faut donc favoriser l'utilisation, la dissémination, et notamment pour les petits exploitants. Merci. Merci. Nous en arrivons à la fin de ce panel. Y a-t-il des questions pour nos intervenants? Si vous en avez, utilisez la boîte questions-réponses. Michaela, quelles sont les difficultés rencontrées? Quels changements sont nécessaires pour réunir les conditions nécessaires pour la mise en place de systèmes agroalimentaires durables? Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Si je ne devais citer que quelques suggestions de ce dont nous avons encore besoin pour amorcer un changement,
je vous proposerai les suggestions suivantes. Alors, tout d'abord, le financement. Jusqu'à aujourd'hui, seuls 3% des institutions financières et des bailleurs internationaux fournissent des financements aux approches favorisant les systèmes agroalimentaires durables. Ce n'est pas suffisant. Si nous souhaitons transformer les systèmes agroalimentaires, si nous souhaitons transformer l'utilisation de l'énergie dans le système agroalimentaire, nous devons plus de mesures. Nous devons faire plus. Nous avons besoin beaucoup plus que 3% des financements octroyés. Et nous savons également, de par les scénarios dont nous disposons, que si nous souhaitons arriver à la neutralité carbone d'ici 2050, nous devrions tripler les investissements dans ce secteur d'ici 2030. Nous devrons arriver à 4 000 milliards de dollars sur ce thème précis. Nous devrions par ailleurs favoriser les flux d'investissement dans le secteur. Et ça, cela représente un effort supplémentaire pour les gouvernements qui donc cela concerne également nous aurions besoin de transformer les contributions déterminées sur le plan national. Nous devrions également modifier les objectifs qui doivent ensuite être insérés dans les contributions déterminées sur le plan national. Et c'est ainsi que nous pourrions diriger les flux de financement vers le secteur qui nous intéresse. Voilà, je vous ai cité 2 obstacles qui pourraient, s'ils étaient surmontés, faire la différence. Et maintenant, je me tourne vers le public et vers les questions-réponses. Je vois qu'une question a été posée. La voici. L'Australie dispose de 10 millions d'hectares de blé, ce qui se trouve sur des terres sèches, puisque tout dépend. Alors, comment est-ce que nous pourrions récolter ce blé en évitant tout intrant de carburant fossile énorme? Alors, avant de vous donner des chiffres, moi, ma première réaction, c'est de vous dire, faisons une analyse de faisabilité. Nous devons déterminer quelles sont les conditions de ces terres sèches. De quoi est-ce que ces terres ont besoin? Ces terres peuvent avoir besoin d'être restaurées. Et si c'est le cas, nous pourrions peut-être nous tourner vers des engrais biologiques, des biogaz, et nous pourrions donc essayer de réparer, restaurer cette nature. Nous pourrions également penser à des terres contaminées, ce qui n'est clairement pas le cas dans cet exemple. Mais il peut s'agir de terres contaminées où la bioénergie et d'autres opportunités pourraient faciliter la restauration des terres d'une part et d'autre part réduire l'absorption des polluants. Donc, tout dépend des terres concernées, de l'exemple concerné. Et ça, c'est une véritable difficulté dans le secteur de l'énergie pour les systèmes agroalimentaires. Tout est très spécifique. Nous devons donc faire des analyses, évaluer le potentiel, déterminer les obstacles, évaluer les différentes options disponibles et choisir la meilleure. Telle est ma réponse. Merci beaucoup. Deuxième question de Richard. Savez-vous pourquoi les gouvernements sont si lents pour amorcer le changement politique qui pourrait nous porter à une transition? Alors, je pense qu'il y a différentes raisons. Et ce qui est très évident, c'est que les gouvernements prennent en compte leurs intérêts, notamment dans le secteur énergétique qui est déréglementé, privatisé et qui concentre de nombreuses actions, de nombreuses entreprises. Ces entreprises peuvent donc faire la loi pour décider de quels projets sont proposés et ils ont de l'influence sur les gouvernements, empêchent les gouvernements à effectuer une transition plus rapide.
Il y a donc ces intérêts qui se superposent avec d'autres intérêts dans l'agriculture, dans d'autres secteurs de l'agriculture. Et là, la situation se complique. Pour ce qui est de notre contexte, eh bien, le secteur énergétique est privatisé et il y a des entrecroisements entre l'énergie et l'agroalimentaire. Ça, nous le comprenons et nous avons également une étude qui a été corroborée par la science et cela nous montre bien les mesures qui pourraient être prises dans les secteurs énergétiques et alimentaires afin de nous aligner sur l'objectif des 1,5 degré, du 1,5 degré à ne pas dépasser. Il y a une autre étude indépendante qui va être lancée bientôt et qui va, elle aussi, se pencher sur la trajectoire à suivre pour respecter cet objectif du 1,5 degré. Il y a également des recommandations politiques qui pourraient nous permettre d'amorcer ce changement qui est déjà qui se fait trop attendre, notamment, surtout dans le contexte philippin. Avez-vous un retour à nous faire sur les pays dans lesquels vous travaillez, Sheikh? Pour moi, le secteur énergétique et le secteur alimentaire sont interconnectés. On ne peut pas les séparer. Il y a l'énergie, l'irrigation, tous ces éléments dépendent de l'énergie et l'énergie est liée à la production agroalimentaire. Et je pense qu'il y a néanmoins des liens très faibles avec les ministères de l'énergie et de l'agriculture. Et alors que ce lien serait très important parce qu'ils doivent travailler ensemble et œuvrer ensemble afin de réduire la production et l'utilisation de combustibles fossiles. Et je souhaite souligner que le lien entre l'énergie et la nourriture est très fort. Il devrait exister également entre les ministères afin de mieux utiliser les ressources. Merci. Autre question de Chris, Jim. Selon vous, quel est le résultat le plus intéressant dans cette recherche qui pourrait avoir des co-bénéfices à travers les secteurs de l'énergie et de la nourriture? Je pense que tout le monde peut répondre à cette question. Commençons par Michaela. J'ai plusieurs points à mettre en avance. Tout d'abord, il nous faut faire de la sensibilisation parce que dans le cas de la bioénergie, au bout de 20 ans de travail sur la bioénergie, il y a encore beaucoup de résistance sur les opportunités qui sont disponibles. Nous savons bien entendu que la bioénergie peut présenter des défis et des avantages durables. Et la clé ici de la réussite, c'est de se concentrer sur le développement durable et sur les opportunités que la bioénergie pourrait nous offrir. Alors, dans ce cas, il nous faut sensibiliser et favoriser un dialogue transparent à tous les niveaux avec toutes les parties prenantes. Ça, c'est essentiel. Donc ça, c'était mon premier point. Maintenant, vous m'avez demandé quels étaient les résultats les plus intéressants pour ce qui est du lien entre l'agriculture et l'énergie. Eh bien, pour moi, le résultat le plus intéressant, ce sont les opportunités que les approches favorisant des systèmes alimentaires durables pourraient nous offrir. Pour ce qui est de la Zambie, il faut assurer un accès un plus grand pourcentage de la population qui va accéder à des solutions d'énergie propre. Ou bien, vous savez, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, cela vous savez, c'est important car nous pourrions éviter de nombreuses maladies respiratoires, donc il pourrait y avoir des bénéfices pour les communautés locales. Alors pour moi, ce qui est important, c'est d'examiner la valeur ajoutée que ces solutions pourraient apporter aux communautés locales en termes d'emploi ou d'autres éléments, ça c'est clé et c'est important. Merci. Merci. Avril, qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord avec Michaela. Il faut sensibiliser. C'est déjà une contribution
significative parce que ça permet de mettre, l'accent sur des thématiques, auxquelles, sur lesquelles on ne se penche pas nécessairement, donc le lien entre l'énergie, les systèmes alimentaires durables. Aux Philippines, c'est une approche qui nous semble très puissante, c'est un prisme de discussion qui est vraiment puissant. On ne peut pas transformer les systèmes alimentaires sans transformer, les systèmes de production énergétique. Il faut éliminer progressivement les combustibles fossiles. Nous sommes tout à fait d'accord avec, cette grille de lecture et lorsque nous menons nos travaux, nous essayons de trouver des moyens, des opportunités de collaboration. Et puis, il faut également parler des avantages connexes de la transformation des systèmes alimentaires dans la manière où cela va pouvoir renforcer la sécurité alimentaire des populations. Il y a tout d'abord un problème avec la structure même des systèmes alimentaires aux Philippines, et également les effets que cela a en termes de changement climatique. Donc je pense qu'il y a suffisamment de raisons qui doivent nous amener, à nous pencher sur ce lien et à collaborer. Docteur Tanver? Je suis tout à fait d'accord avec Mickaël. Il nous faut réfléchir à des systèmes plus locaux. Les recherches montrent que 70% de l'énergie consommée est utilisée au transport, à la transformation et notamment au transport maritime. Donc il faut réfléchir à des circuits plus courts, des chaînes de valeur qui soient plus locales. Cela nous permettrait de réduire, la chaîne du froid et donc, réduire la consommation, d'énergie, tout au long, du transport. Réduire également, la part énergétique, liée au conditionnement des aliments. Donc, il faut veiller à la transformation des systèmes alimentaires, y compris les systèmes alimentaires industriels. Merci. Il y a une autre question posée par, Richard dans le chat. Nous avons constaté une augmentation significative des produits agrochimiques au cours des 24 derniers mois, ce qui réduit les marges des agriculteurs et pour beaucoup d'entre eux constitue une menace pour la pérennité de la production alimentaire. Il s'agit là d'une raison suffisante pour passer à l'agriculture génératrice en abandonnant les produits agrochimiques produits à partir de combustibles fossiles. Qui souhaite répondre à cette question? Alors, bien entendu, les énergies renouvelables, les bioénergies s'inscrivent dans le cadre d'un contexte plus large d'une bioéconomie. La durabilité est un élément essentiel à prendre en compte, qu'il s'agisse de l'énergie dans le domaine de l'agriculture, mais également de l'énergie de manière plus large, l'énergie dans le cadre d'une bioéconomie. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, parce que la durabilité, elle porte sur les performances sur le plan social, environnemental, économique. C'est vraiment la seule façon qui nous permet d'identifier les opportunités, les défis et de nous ajuster et d'ajuster les chaînes de valeur de manière à faire évoluer la situation. Il faut tenir compte des, aspects sociaux, économiques et environnementaux, faire en sorte qu'il y ait vraiment un bon équilibre. C'est fondamental, que ce soit dans le domaine énergétique ou que ce soit dans le domaine des systèmes alimentaires. Il faut vraiment s'inscrire dans un contexte plus large de bioéconomie. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci beaucoup. Il y a une question posée par Zakir de Farmers Voice Bangladesh. La question porte sur, les infrastructures de combustibles fossiles. Alors suis désolée, je n'ai pas bien compris la question, Daisy dit Avril. Est-ce qu'il s'agit de
sensibiliser à la question de l'acheminement de combustibles fossiles vers les pays en développement. J'espère avoir bien compris. Effectivement, dans notre travail, nous essayons de nous appuyer sur des rapports, des données étayées, des études chiffrées et on essaye de montrer que les systèmes qui s'appuient sur les énergies renouvelables, eh bien, ils sont possibles et ils sont à privilégier. Ils sont meilleurs. On peut avoir des transitions plus rapides en s'appuyant sur des technologies renouvelables, propres. C'est possible et ça n'entraînerait pas un surcoût pour, les populations. Il y a des organisations indépendantes, qui publient des études et qui montrent que ces scénarios sont possibles et donc, elles, plaident en faveur d'une transition juste, à la fois dans le secteur de l'énergie et également dans d'autres, secteurs. Merci beaucoup, Avril. Effectivement, je pense que cela répondre à la question, de l'utilisation des combustibles fossiles dans les pays en développement. Alors, le temps file. Nous allons prendre une dernière question de Karina David. Je suis agricultrice biologique au Brésil. Je travaille avec, l'agroforesterie, une agriculture de processus plutôt qu'une agriculture d'intrants, mais les processus ne sont pas rémunérés, ne sont pas reconnus comme quelque chose de valeur. Heu, pour que plus de gens pratiquent ce type d'agriculture, nous devons valoriser ce travail. Comment voyez-vous les possibilités de valoriser les agriculteurs transformateurs sans pratiquer, le greenwashing? Eh bien, les agricultures les agriculteurs bio qui utilisent de bonnes pratiques, qui fournissent de bons produits, ont toute raison de vouloir être, rémunérés, à la juste valeur de leur travail, vu qu'ils fournissent une, des aliments sains. L'agriculture bio est une, forme d'agriculture moins intensive, en intrants et donc beaucoup moins intensive en intrants par rapport à l'agriculture conventionnelle. On peut utiliser différents intrants naturels présents au niveau même de l'exploitation. Donc, je pense que ça peut être vu de différentes manières. Il faut soutenir, accompagner, ces agriculteurs, bio, mais dans le même temps, il faut que les agriculteurs bio, peuvent avoir une meilleure, productivité que, les fermes, en agriculture conventionnelle. Bien, nous allons maintenant, mettre un terme à la partie questions-réponses. Peut-être que les intervenants pourraient y répondre par écrit. Je vais maintenant donner la parole à Teresa Teresa Anderson, responsable mondiale de la justice climatique pour ActionAid International, une fédération de plus de 45 bureaux nationaux travaillant sur la justice climatique et économique et la réponse humanitaire. Teresa coordonne le groupe de travail sur l'agriculture du réseau Action Climat et a rédigé des dizaines de publications sur le changement climatique et les questions agricoles, dont le récent rapport d'ActionAid International intitulé How the Finance Flows, the Banks Fueling the Climate Crisis. Vous avez lancé récemment une campagne Fund Our Future at ActionAid. Quel est le lien avec la dépendance de nos systèmes alimentaires à l'égard de combustibles fossiles? Quelles sont les possibilités d'agir ou d'amplifier ce message, en particulier lors de la COP28 et au-delà? Y a-t-il des aspects ou des domaines qui, selon vous, ont été négligés ou qui méritent plus d'attention? Merci beaucoup pour cette question, Teresa, et merci aux intervenants, intervenantes. Vous le savez, les combustibles fossiles contribuent à la crise climatique, mais il y a peu de personnes qui ont vraiment compris que, l'agriculture conventionnelle est le deuxième facteur d'émissions de gaz à effet de serre et donc, on a bien compris ici qu'il faut désindustrialiser l'agriculture, il faut sevrer l'agriculture des combustibles fossiles et laisser les combustibles fossiles dans le sol. Les entreprises de combustibles fossiles, voient une opportunité de marché, elles souhaitent, pousser, l'agriculture conventionnelle dans de nouveaux marchés, notamment dans les
pays du Sud. Et donc, il y a vraiment une connivence, une collaboration entre l'industrie pétrochimique et l'agriculture industrielle. On sait que le changement climatique, il résulte déjà en inondations, en événements météorologiques extrêmes, en sécheresse. Il a déjà des impacts sur les populations vulnérables, les personnes marginalisées, les personnes qui vivent en situation de précarité, notamment les femmes. On sait que l'agroécologie est la voie à suivre pour produire des aliments tout en respectant la nature. C'est une solution beaucoup plus efficace d'un point de vue de l'adaptation et de l'atténuation des effets de changement climatique. L'agroécologie peut nourrir le monde. D'ailleurs, elle le fait déjà. Une information qui n'est pas suffisamment connue, c'est que 70 des aliments que nous consommons sont produits par de petites exploitations agricoles. Et ces fermes, elles n'utilisent que 25 des terres arables aux quatre coins du monde. Et cette forme d'agriculture, l'agroécologie, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive que l'agriculture conventionnelle qui vise à produire des cultures destinées à l'exportation, des cultures destinées au bétail. Et voilà, l'agroécologie est donc la voie à suivre pour continuer de nourrir la population. Elle utilise les combustibles fossiles dans l'agriculture ont fait que les exploitations sont vraiment dépendantes à l'industrie des combustibles fossiles. Elle est tributaire des flambées des prix. Des gouvernements utilisent des budgets conséquents à la subvention des engrais de synthèse, des combustibles fossiles dans l'agriculture. Et donc tout ceci est allé trop loin. Il est temps de passer à l'agroécologie, de miser sur cette pratique. Ça permet d'économiser de l'argent et ça a du sens d'utiliser les gouvernements, les ressources publiques pour former les agriculteurs et agricultrices dans cette pratique. Et il faut le dire, ce sont les fermes en agroécologie qui nourrissent la planète. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez ActionAid? Eh bien, on s'intéresse de près à la circulation des flux financiers dans ce domaine, parce que pour faire évoluer les politiques, il faut également s'intéresser à comment circule la finance concrètement. Et Michaela en a parlé, il faut que, les financements aillent dans le même sens que les mesures politiques. Il faut, s'intéresser aux subventions, aux financements privés, notamment les prêts accordés par des établissements bancaires. En 2015, il y a eu un accord, portant sur le fait de faire en sorte que la finance soit cohérente avec, les, mesures qui visent à avoir, un développement durable. Nous voyons que ça n'est pas le cas depuis 7 ans, depuis la signature de l'accord de Paris. On voit que les financements accordés à l'agriculture, ils sont principalement alloués aux multinationales de l'agro-industrie, notamment des activités dans les pays du Sud. Et ce sont des chiffres qui se comptent en billions de dollars. Il y a 20 fois plus de financement alloué aux activités basées sur les combustibles fossiles dans les pays, dans le sud par rapport au, financement alloué à, l'agriculture, écologique. Donc nous souhaitons faire évoluer la circulation des financements. Il y a des billions de dollars qui pourraient être investis pour protéger la planète et régénérer, les sols. Nous avons émis des recommandations vis-à-vis des gouvernements. La COP 28, ce sera également l'occasion de rappeler la nécessité de mettre en œuvre l'article 2.1.c. Donc, nous allons essayer d'attirer l'attention sur le lien entre l'énergie, donc les combustibles fossiles et l'agriculture. Si nous avons envie d'avoir un avenir, eh bien, il nous faut nous donner les moyens de le financer, cet avenir. Merci beaucoup. Il nous reste le temps
pour une dernière question de sondage et ensuite on donnera la parole à Patty. Donc, la question apparaît à l'écran. Et je donne la parole à Patty. Merci beaucoup, Daisy. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup appris des intervenants, intervenantes. Merci à toutes et tous de vous être joints à nous. Et merci d'avoir abordé des pistes de solutions. Alors, nous n'avons pas le temps de revenir en détail sur tout ce qui a été dit, mais juste quelques points pour terminer cette séance. À l'approche de la COP 28, nous allons continuer à faire le lien entre la nécessité d'éliminer progressivement les combustibles fossiles et la nécessité d'avoir des systèmes alimentaires durables. Sachez que nous serons présents à la COP 28. Il y aura des événements en parallèle, il y aura des événements en personne, en ligne et certaines personnes ici présentes vont peut-être participer à la COP 28. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous voir. Sachez que nous avons également des parrains, leaders de l'alimentation et de l'agriculture qui seront présents à la COP 28, qui seront disponibles pour des interviews avec les médias. Et merci encore d'avoir participé à notre discussion. Et je redonne la parole à Daisy pour afficher les résultats de la dernière question du sondage. Merci beaucoup, Patty et Daisy. On voit que la réponse la plus populaire à cette question, parmi les recommandations du rapport, quelles sont celles pour lesquelles vous souhaiteriez explorer les possibilités de collaboration? C'est éliminer progressivement les produits agrochimiques de synthèse et accélérer l'adoption de l'agroécologie et de l'agriculture régénératrice. Eh bien, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Merci aux personnes qui se sont connectées. Merci aux intervenants, intervenantes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont fait des remarques et posé des questions. Bonne journée tout le monde.